dernière petite question sur la situation actuellement au Congo, le voisin de la Centrafrique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la situation actuelle et les facteurs explicatifs d'un tel conflit sur la durée et aussi très peu médiatisé au vu des catastrophes engendrées? Alors, le Congo, d'abord, ceux qui nous écoutent doivent comprendre que le Congo a la dimension quasiment d'un continent. Très très vaste pays, qui a été colonisé par les Belges, avec un statut d'ailleurs très très particulier. Il ne s'agissait pas seulement de colonie, il s'agissait d'une possession personnelle du roi de Belgique, qui entrait dans son domaine. Bon, de la même manière que vous et moi, peut-être vous, peut-être demain, vous aurez votre domaine qui sera votre jardin de 10 mètres carrés ou de 40 mètres carrés, pour commencer, parce que je sais que vous êtes capable de plus. Le roi de Belgique avait ce grand territoire comme possession. Bon. Puis, grand pays qui possède sans doute le sous-sol le plus riche d'Afrique, avec tous les produits miniers, tous les minerais, y compris les minerais rares, qui sont nécessaires aujourd'hui pour les entreprises technologiques, pour construire les nouveaux outils. Donc, c'est un pays avec un sous-sol si riche qu'il y a, je dirais, il est devenu victime. Le pays est devenu victime à la fois de ses propres autorités, qui se sont livrées à de la prédation, mais aussi des pays extérieurs et des pays voisins. Et c'est là qu'on arrive sur le problème congolais d'aujourd'hui. Il se trouve que ce que nous craignons aujourd'hui, c'est une entrée en guerre imminente entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Le Rwanda, on ne va pas revenir sur l'histoire de ce pays et l'histoire du génocide, mais le Rwanda est un petit pays, frontalier avec la République démocratique du Congo, qui n'a pas de sous-sol, qui n'a pas de produit du sous-sol, en tout cas pas de sous-sol riche, qui n'a pas de ressources particulières, mais qui se trouve être le premier exportateur des plus grands minerais que l'on trouve au Congo. Et le Rwanda, ce qui renvoie à l'histoire du génocide, je disais que je n'y reviendrai pas, mais il y a au moins un élément qu'il faut relever, c'est que depuis le génocide, le président Kagame, qui est arrivé, qui a été un bien pour son pays, quand on voit comment il l'a reconstruit, mais il a également décidé d'adosser sa stratégie politique et la puissance de son pays sur une économie de guerre. Le Rwanda a un effectif militaire, aujourd'hui qui est sans doute un des plus grands effectifs en Afrique, et doté d'hommes, de matériel, etc., et qui participe à toutes les missions des Nations Unies en Afrique. Et le Rwanda a décidé, pour son développement, il s'est retrouvé à exploiter illégalement des minerais au Congo. Et en tout cas, pour son développement, le Rwanda s'est toujours appuyé sur le Congo et a considéré, le gouvernement de Kagame, que le Congo était important pour arriver à, à développer le Rwanda. C'est passé par des phases antérieures où on a tenté de prendre le pouvoir à Kinshasa. Vous vous souvenez sans doute du président qui malheureusement a été tué par son fils. Le père Kabila a été placé au pouvoir par le Rwanda.
Oui. Il fut un temps où l'armée du Congo, dans l'armée du Congo, on retrouvait pour l'essentiel des officiers qui venaient du Rwanda. Donc une tentative de prise de pouvoir au Congo, qui n'a pas marché, en tout cas qui n'a pas marché comme il le souhaitait, mais en tout cas dans l'est du Congo, tout l'est du Congo, il y a est une zone de conflit très complexe. Très complexe. Je ne sais pas comment on peut expliquer ça très simplement à nos téléspectateurs. Commençons par le commencement, génocide. Ensuite, prise du pouvoir. Au Congo. Non, prise du pouvoir par le président Kagame. Ok, au Rwanda. Les autres, les Hutus, déplacement de population, nécessairement. Dont une partie, ils sont réfugiés un peu partout dans la région des Grands Lacs. Il y en a au Congo, mais il y en a en Ouganda, il y en a en Centrafrique. Donc, quand il y a toute guerre, ils s'installent. Ils se déplacent, ils s'installent dans l'est du Congo, donc à la frontière avec le Rwanda. Le nouveau gouvernement décide que ceux-là, ce sont des terroristes et des rebelles qui se préparent et qui ont pris le territoire congolais comme territoire de préparation d'une contre-offensive pour aller prendre le pouvoir là-bas. Va se développer, il va financer des forces non régulières qui vont combattre cela. C'est ce qu'on appelle le M23. C'est une vraie armée de mercenaires. Et pas seulement de mercenaires, c'est une vraie armée non nationale. Okay. Qui combat dans l'Est et qui tente de conquérir l'Est du Congo. Et qui, maintenant c'est de notoriété publique, qui est composé aussi de soldats de l'armée rwandaise régulière. Et qui en tout cas est financé par cela. Et tout cela crée de l'instabilité, crée un conflit, crée des déplacements de population, crée beaucoup de misère. Mais pendant que cette misère est en train de prospérer, la zone, ceux qui exploitent les minerais dans cette zone-là, le font impunément. Ils sortent. Et aujourd'hui, on est arrivé à un stade où ça devient, d'abord, c'est inacceptable, mais ça devient dangereux. Et je dis souvent aux Africains, et notamment aux Africains de l'Afrique centrale et de la région des Grands Lacs, il faut que nous arrêtions de nous payer de mots en parlant de fraternité africaine et en pensant par exemple que la prédation et l'impérialisme ne peuvent venir que de l'étranger, de l'Afrique, parce que dans les rapports entre États africains, l'expérience nous enseigne beaucoup de choses. La vraie fraternité africaine et la vraie coopération qui pourrait permettre de construire l'Afrique, on ne l'a pas. Parce qu'il y a toujours des États qui ont des intentions qui sont même parfois pires que les anciens colons, et en tout cas, peut-être pas pire, mais l'impérialisme est toujours de l'impérialisme qui vient d'Afrique ou qui vient d'ailleurs. Le colonialisme est toujours le colonialisme qui vient d'Afrique ou qui vient d'ailleurs. Et donc, ce qui se passe au Congo aujourd'hui, c'est qu'une très vaste zone qui représente, nous sommes ici en Roumanie, dans un collège franco-roumain qui représente la France et la Roumanie réunies. Okay. Un peu moins. C'est cette zone-là, toute cette zone, qui est une zone troublée aujourd'hui, où se passent des combats. Il y a eu déjà des millions de morts dans cette région-là, depuis le début du conflit. Et qui devient, alors qu'il y a toute cette souffrance, qui devient une zone où on meurt en silence, dans le silence environnant de la communauté internationale. Comment on peut sortir de là? Comment on peut sortir de là? Il y a une voie qui est celle de la diplomatie, qui est celle des négociations et de la bonne foi, de la bonne foi des gouvernements, qui a été tentée, qui a échoué. On espère qu'elle reprenne. La guerre n'est jamais à souhaiter pour aucun peuple, mais malheureusement, elle est en train de se construire aujourd'hui
parce qu'il se trouve que le Rwanda a une diplomatie très active. Il est dans l'Est. Maintenant, le Rwanda se retrouve au Congo, Brazzaville, se retrouve en Centrafrique, et si vous suivez la carte, ça fait un encerclement. Et en Centrafrique, j'en sais quelque chose, parce que le Rwanda a envoyé des troupes en Centrafrique pour protéger le président et pour soutenir. Et en contrepartie, il a des minerais, et en contrepartie, il a des terres. Et ces terres-là, comme par hasard, se trouvent le long de la frontière avec le Congo démocratique, une frontière très très longue qui fait plus de 1000 km. Et si ce n'est pas un encerclement, ça y ressemble beaucoup. Et ce qui veut dire que si demain, il y a une déclaration de guerre formelle là-bas, l'embrasement se fera partout en Afrique centrale. Dans toute l'Afrique centrale. Et c'est pour ça que je dis que ceci n'est pas à souhaiter, parce que nous avons à construire, nous n'avons pas à détruire. Nous avons à construire entre nos différents pays, au niveau où nous sommes, au niveau de souffrance où sont arrivées les populations, nous avons à construire d'autres solutions que des solutions de guerre, y compris, pourquoi pas, sur les ressources naturelles. Sur la question des ressources naturelles, on pourrait se retrouver entre nous et voir comment on peut assurer une gestion commune. Pourquoi pas? C'est une idée comme ça. Mais il vaut mieux le faire autour d'une table de négociation et dans l'entente, plutôt qu'en passant de vie à trépas des millions et des millions de personnes, et en prétendant juste après que nous sommes en train de défendre l'Afrique et que nous sommes des panafricains convaincus. On n'est pas panafricain. Le panafricanisme, pour moi, ne peut pas se faire au détriment de la vie, ou au détriment de la dignité d'un seul Africain. D'un seul Africain. Donc, merveilleux pays que le Congo, pourvu qu'il le redevienne. Merci beaucoup pour ces mots. Je pense qu'on a terminé, donc merci beaucoup.